Bon, je sais que vous allez pas me croire. À la base, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ce film. Et en le revoyant une seconde fois, en revoyant des passages et tout, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle. Mais vraiment. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse consacrée à West Side Story, film de 1961, considéré comme une des plus grandes comédies musicales, un des plus grands musicals du cinéma. En tout cas, si on se base sur le nombre d'Oscars que le film a reçu, on va aller voir tout ça tranquillement. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais lire pas mal parce que c'est un film choral tant devant la caméra que derrière la caméra, donc retenir les noms, déjà que je suis pas bon, je vous laisse deviner. Donc, on va aller par étapes. Tout le monde sait que West Side Story est à la base donc un musical de Broadway, donc une pièce de théâtre chantée, on va dire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc ce musical de Broadway, on le doit donc à Arthur Lawrence, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein. Il faut savoir donc que Leonard Bernstein était un compositeur très connu pour faire de la musique classique, et quand il a fait ce film, il a été un petit peu critiqué en mode « Attends, tu passes de faire de la musique classique et tu vas faire une espèce de truc de divertissement, tu vois ?» Et en fait, le gars, il faut croire que ça lui a plutôt réussi, on va dire, parce que lui, il avait beau faire du classique, c'était aussi quelqu'un d'un petit peu plus moderne dans l'âme. Tout le monde le sait, mais West Side Story, c'est évidemment une adaptation libre de Roméo et Juliette aux États-Unis, dans le West Side évidemment de New York. Mais est-ce que vous saviez qu'à la base, le sujet central devait être un petit peu différent? Donc toujours une adaptation de Roméo et Juliette, mais là où dans l'histoire finale on a une opposition entre portoricains et on va dire américains, à l'origine ça devait être une opposition entre les catholiques et les juifs. À cette époque, l'immigration portoricaine était à son apogée, et on pouvait souvent lire dans la presse et autres que, justement, il y avait des oppositions, on va dire, de gangs, de clans, entre les portoricains et les Américains, on va dire, ou alors les émigrés de précédentes générations, hein, puisque comme dans le film, on va poser la question de qu'est-ce qu'un immigré, hein, puisque je rappelle que les États-Unis, celui qui est américain, souvent, il est fier de ses origines, ici on va dire de ceux qui sont d'origine polonaise, suédoise et autres variantes, tandis que eux, ce sont des portoricains. Donc, c'est en lisant ça dans les journaux qui se sont dit « Tiens, on va laisser tomber l'idée religieuse pour se centrer là-dessus ». Le film est réalisé par Robert Wise, qui est un réalisateur très connu, qui déjà à l'époque avait fait quelques trucs, hein, et qui, pour la petite histoire, et vous comprenez pourquoi je reviens là-dessus, était monteur à la base, et il a entre autres été monteur sur un certain Citizen Kane. Le film est co-réalisé par Jerome Robbins, qui lui avait travaillé donc sur la comédie musicale à Broadway, et qui lui s'occupait donc des séquences dansées. Pour la petite histoire, paraît-il qu'il y a eu une osmose entre les deux, à tel point que donc Robert Wise a proposé des idées aussi dans la chorégraphie, dans la mise en scène de la chorégraphie, et Jerome Robbins, lui aussi, a commencé à donner des petites idées dans la mise en scène globale, et vous comprendrez pourquoi en fait ceci a eu lieu en regardant le film et cette vidéo, parce que je vais vous expliquer quelques détails. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise aussi que Jerome Robbins a été viré avant la fin du tournage. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il était trop méticulé, il passait trop de temps à vouloir que les choses soient parfaites, nickel, etc. Ce qui, pour un spectateur, est évidemment plutôt une qualité, hein, surtout quand on regarde le film, mais qui, pour faire le film, pour le budget et tout ça, est un petit peu compliqué. Robert Wise a dit donc à Jerome Robbins que si il gagnait l'Oscar du meilleur réalisateur, il monterait pour récupérer l'Oscar, mais seulement avec lui, alors que Robert Wise allait être désigné comme seul réalisateur. Le film, en tout cas de nos jours, est signé des deux réalisateurs. Alors, avant d'aller plus loin, on va revenir sur les Oscars qu'ils ont gagnés, parce qu'ils étaient nommés à 11 Oscars, et ils en ont gagné 10. Ce qui est quand même énormissime. Alors on va aller par étapes. Tout d'abord, le meilleur film pour Robert Wise en tant que producteur. Ensuite, meilleur réalisateur pour Jerome Robbins et Robert Wise, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous avons meilleur acteur dans un second rôle pour George Chakiris, nous avons meilleure actrice dans un second rôle pour Rita Moreno, nous avons meilleure direction artistique pour Victor Evangeline et Boris Leven, nous avons meilleure création de costumes pour Irène Charaf, oui je suis en train de lire comme je vous ai dit, hein. Meilleure photographie pour Daniel El Fapani, et la photographie du film, mamma mia, mamma mia. Nous avons meilleur son pour Fred Hines et Gordon E. Sawyer. Nous avons meilleur montage pour Thomas Stanford. Alors là, c'est une petite subtilité, c'est parce que Thomas Stanford était le monteur du studio. Mais comme je vous ai dit, Robert Wise était monteur à la base. Donc, en fait, c'est surtout Robert Wise qui a mis la main à la pâte et qui a monté une bonne partie du film. Ainsi donc, meilleure musique de film,
pour un film musical, ça franchement on s'y attendait. Donc c'est Saul Chaplin, Johnny Green, Irving Costal et Sid Ramin. Et l'Oscar qu'il n'a pas eu pour lequel il a été nommé, c'était donc meilleur scénario adapté, Ernst Lehmann. On va commencer par raconter 2-3 choses du scénario de ce film parce que c'est magnifique. Donc le film commence par une ouverture, chose qui ne se fait plus actuellement. Une ouverture, c'est quoi? Eh ben, c'est quand le film lui-même proposait un fond et passait ses musiques à lui. Ça ne se fait plus de nos jours parce qu'on va préférer nous mettre des bandes annonces et tout ça. Alors, l'ouverture vient justement du côté théâtral, musical, à Broadway, où on jouait ces musiques le temps que les gens y rentrent, qu'ils s'installent, etc. Et on leur mettait déjà les musiques pour que quand ça arrive dans le film, eh ben, on les a en tête. Alors, le film, il commence comme ça, et c'est assez long, hein, ça dure dans les 4 minutes. Et on a ce dessin un peu bizarre avec ses traits comme ça, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Donc, vous l'aurez compris, si vous lancez le film, hein, cette partie-là, c'est le moment où vous allez vous installer, peut-être un petit tour aux toilettes vite fait, prendre votre verre d'eau et compagnie avant de vous mettre à regarder le film. Et d'eau, hein, j'ai dit. Et donc, vous vous installez en écoutant ces musiques, etc. Et le film commence, et au début, on comprend pas trop. Et ensuite, ces traits, il y a l'image par derrière qui arrive en superposition, et qu'est-ce qu'on arrive? On voit qu'en fait, ça représente les immeubles de la ville, donc New York, Manhattan. Et ensuite, on a ces balades en plan zénital à l'hélicoptère. Il faut savoir que c'était nouveau pour l'époque. C'était absolument nouveau pour l'époque. C'était révolutionnaire, on va le dire. Et donc, le film, qui se présente peut-être comme une comédie musicale populaire, bah déjà, il commence par mettre une petite baffe. Ensuite, zoom sur un quartier, et là, on arrive sur le terrain de basket. Et là, quelqu'un qui claque des doigts. Un visage, il claque des doigts. Non, pas un. La caméra se déplace, 2. Non, pas 2, 3. Non, pas 3, 4. En fait, toute une équipe. Et le début du film est absolument incroyable. Absolument incroyable. Donc tout ce que je vous ai raconté là et ce qui suit, c'est absolument incroyable. Avec très peu de mots, mais en étant vraiment, mais alors vraiment très clair avec le spectateur, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, c'est peut-être un petit défaut. Le film va tout nous introduire. On comprend que c'est une bande. D'accord? Une bande qui va se balader et qui sont un peu, voilà, racailleux, on va dire. Hein. On va les voir. Ils vont croiser une autre bande, celle des Portoricains, qui eux aussi, pour signaler le truc. Et sans parler, ils vont se balader d'un endroit à l'autre, on va passer des uns aux autres et tout. Et le tout avec une musique. Donc, musical, une musique, une chorégraphie de danse, parfois plus appuyée, parfois un peu moins. Par exemple, les gens qui marchent dans la rue, hop, petit geste au niveau des pieds et tout ça. Parfois plus, parfois moins. Ce qui m'amène à vous dire quelque chose qui est global dans tout le film et qu'on voit déjà là, c'est qu'en fait, c'est un film qui fait quelque chose de particulier. Dans une comédie musicale classique, on a les scènes de blabla et les scènes chantées-dansées. Et bien dans ce film, parfois la barrière est un petit peu plus compliquée à cerner, parce que les personnages vont bouger de manière très théâtrale, ils vont remplir le cadre de manière très théâtrale, avec des gestes, des machins, et même parfois, ils vont faire des choses qui pourront avoir l'air d'être plus dansées, et parfois un peu plus naturelles, donc on est un peu au milieu de tout ça. Je profite donc pour vous dire que la mise en scène au niveau de l'occupation du cadre est magnifique, il faut dire des choses comme elles sont. Et donc déjà dans cette intro, on a des moments où les gens se battent, mais en fait ils dansent. Pendant qu'ils se battent, ils dansent. Donc on revient à un truc de base, c'est qu'un combat au cinéma est chorégraphié, comme une danse. Et dans cette scène, il y a un moment, ils sont par terre, et il y en a, il met les pieds sur l'autre, et poum, il le repousse. Et quand l'autre, il est repoussé en l'air, poum, il se tend, il prend la pause. C'est assez incroyable. Et ce qui est aussi assez incroyable, ce sont, comme je vous ai dit, le remplissage du cadre, mais les angles de vue, le travail de la réalisation dans ce film est absolument incroyable, et on le voit déjà d'entrée de jeu. C'est assez fou à ce niveau-là. Pour la petite histoire, le quartier dans lequel ils ont tourné devait être détruit peu après, donc il n'existe plus, et surtout, ils se sont permis, par exemple, pour planter la caméra, parfois de faire des trous dans le sol, hein, je veux dire, mais à même le quartier, quoi, je veux dire, à même le terrain de basket ou autre variante, pour prendre certains angles de vue, des contre-plongées, des trucs comme ça. Et comme je vous le disais, toute la situation est mise en place dans cette scène, elle est franchement assez incroyable, Pour parler de scène incroyable, on peut parler de la scène du dancing dans le gymnase, qui en elle-même, au niveau de la chorégraphie et de la musique, ça je vous laisse voir, mais qui est déjà intéressante, parce que parfois on a des musiques plus, on va dire,
on va dire classique, mais voilà. Et parfois, avec l'arrivée des portoricains, bah, il y a du mambo qui vient se greffer, donc pour montrer qu'on a cette opposition aussi entre les types de musique. Mais surtout, ce qui est magnifique dans cette scène-là, c'est que c'est la scène de rencontre amoureuse. Et certes, c'est fait de manière un peu cliché, un peu exagérée, mais encore une fois, c'est des choses qui ont été faites et refaites et refaites. Et dans ce film, c'était novateur. Comme ce que je vous ai dit, certains plans lors de la mise en scène globale, c'était novateur. Et honnêtement, ça peut être cucu, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Quand tout le monde recule, par rapport à vous, recule, il reste que les deux personnages qui se voient, tout devient flou autour d'eux à part eux, boum, ils se voient avec ce flou qui va devenir sombre, ils vont avoir cette petite scène de danse assez simple, et ensuite, évidemment, comme on est dans le flou, la musique, elle est moins forte, elle est un peu dans le fond, comme ça. Peu à peu, ils sont entre eux, les gens derrière, il y a toujours un plan, on les voit parler, il y a toujours des gens derrière en train de danser, mais au ralenti, comme ça. On est centré sur eux. Franchement, c'est assez incroyable, c'est assez incroyable. J'ai envie de vous parler d'une autre musique, qui est une autre chanson très célèbre du film, la fameuse America, hein, qu'on entend régulièrement. Nanana in America. Personnellement, chaque fois que je joue au cinéma, c'est une des musiques qui passe. Et là, c'est encore intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que le film posait la question de qu'est-ce qu'un immigré, mais il pose aussi d'autres questions. Par exemple, ça c'est quelque chose que les immigrés se posent souvent comme question quand ils vont quelque part, c'est les avantages, mais ils voient aussi certains inconvénients, certaines choses qui ne fonctionnent pas. Alors que généralement, on dit « Ah non, mais l'immigré, t'es là, tu dois être content et tais-toi. » Oui, certes, on est d'accord là-dessus, hein, ça, y a pas de souci. Mais ça n'empêche pas aussi d'avoir certaines choses qu'on aimait bien au pays, ou alors simplement de constater que certaines choses ne vont pas. Et cette chanson est intéressante, alors déjà avec ce qui précède avant, dans la discussion, ils s'envoient quelques fions, c'est l'équipe des femmes contre l'équipe des hommes, donc chez les portoricains. Les femmes qui sont contentes d'être aux États-Unis, tandis que les hommes, ils sont un petit peu... Et... cette scène mérite un petit peu de, entre guillemets, un petit peu de petite analyse. Alors déjà, il y a la musique, la chanson en elle-même, la chorégraphie, la mise en scène, tout ce que je vous ai dit. Mais là, on va s'intéresser un tout petit peu plus au niveau du texte. Par exemple, on nous dit en anglais des choses comme, désolé mon anglais est un peu limité, mais skyscrapers blooms in America. Ensuite, on nous dit Cadillac zoom in America. Industry boom in America. Donc, évidemment, avec le rythme, hein, ça passe mieux. Hein. On a donc une rime avec le in America, mais il y a aussi le mot qui précède. Donc, on a un mot court avec zoom, boom, des petits mots pour reprendre le parce qu'en fait, la répétition, c'est in America. Limité, évidemment, par la musique, qui oblige à de correspondre à un nombre de syllabes. Hein. In America. Donc, par exemple, si je prends Cadillac, Cadillac Zoom in America. D'accord? Donc, on est obligé d'être là-dedans. Donc, on a déjà une construction, comment dire ça, un peu comme une poésie. Hein. On a tous étudié ça à l'école, les syllabes, la répétition, le truc, le machin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, donc, cette chanson est une réponse, comme je vous ai dit, entre les immigrés contents et ceux qui sont pas contents, on va dire, ceux qui se posent des questions. Et là, on dit donc que l'Amérique, il y a des gratte-ciel, il y a des Cadillacs et tout. Et les garçons répondent aussi, avec aussi une rime, 12 in a room in America, donc in America, 12 in a room in America. Donc 12 dans la même pièce aux États-Unis, c'est-à-dire on a immigré, mais on vit à 12 dans la même pièce. Et il y a plein de petites choses comme ça, par exemple, tout est gratuit en Amérique. Pour quelques sous en Amérique, répondent les garçons. Acheter à crédit est tellement plaisant, il suffit d'un regard pour qu'il double le prix, donc le fait d'être un étranger, etc. Et ce que je trouve très fort, c'est donc qu'on a la chorégraphie, comme je vous ai dit, la mise en scène, la lumière, dont je vous ai pas encore parlé vite fait, mais enfin si, je vous ai dit qu'elle était incroyable, mais elle est vraiment incroyable, et je vous en ai parlé un peu dans la scène du bal, la lumière qui s'arrête. Bon, bref, le bal, c'était ça le terme que je devais chercher, scène de bal. J'ai dit dancing dans un gymnase. Et en plus de ça, donc, les musiques et les paroles des musiques. Donc déjà là, il y a aussi quelque chose de fort. Il y a une autre chanson aussi qui est intéressante, c'est celle où les petits voyous, on va dire, discutent de tiens, qu'est-ce qu'on va dire aux flics, et ils disent, ah ben on va leur sortir le blabla habituel qu'ils lisent dans les journaux, vous savez, c'est pas de ma faute, mes parents sont alcooliques, vous savez, j'ai pas d'éducation, vous savez, si, ça. Et encore une fois, le film est intéressant là-dessus, parce que il balance tous les stéréotypes en mode, voilà... oui, mais vous savez, c'est pas de leur faute, c'est parce que... Alors, il y a des conditions qui les mènent à faire ce qu'ils font, mais c'est pas normal pour autant. Et le film se moque de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que
c'est que, comme vous voyez, ce petit film de rien du tout, et ben, à travers son histoire, il raconte plein de choses, en fait. Petite parenthèse, le flic, qui à la fin montre que, finalement, c'est pas juste un représentant de la paix, mais qu'il a un petit peu un point de vue sur la question, là aussi, il y a des petits messages. Alors maintenant, on va parler un petit peu du casting du film. Donc, dans le rôle de Maria, enfin plutôt Maria, on a donc l'actrice Natalie Wood, qui pour la petite histoire n'est pas du tout portoricaine, elle a plutôt un nom originaire d'Europe de l'Est, et j'ai envie de vous dire que ça se voit, hélas, ça se voit entre autres quand elle lâche quelques mots en espagnol, et autres variantes. Attention, je suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise dans le film, je dis juste que ça se voit. On va revenir sur les acteurs après, il y a des petits trucs à dire sur les acteurs principaux. Vous avez remarqué qu'aux Oscars, ils n'ont pas été récompensés. C'est pas eux, c'est les acteurs secondaires qui ont été récompensés. Donc, les acteurs principaux qui ont été critiqués, entre autres, mais c'est pas les seuls, la plupart, parce qu'ils étaient doublés, ils ne chantaient pas. Donc, elle, c'est une certaine Marnie Nixon qui faisait sa doublure voix. On a l'acteur, donc, Richard Beymer, qui lui, c'est Jimmy Bryant, qui le double. Un qui est intéressant de signaler, donc, c'est l'acteur Russ Tamblyn, qui fait Riff, et qui est doublé par Tucker Smith. Tucker Smith, qui fait un personnage donc des Américains, des Jets, qui interprète Ice. Et donc, il fait sa voix et celle de l'autre. C'est un petit peu particulier. Au niveau des doublures, il y en a qui ont été un petit peu déçus, comme par exemple Rita Moreno, qui s'est entraînée, qui pensait pouvoir chanter certaines chansons, mais on lui a dit que non. Il y a donc George Chakiris, qui lui arrive à chanter lui-même ses chansons, ce qui est plutôt cool. Mais on est dans un musical, voilà, il fallait qu'il y ait des chansons, parce que si on regarde les chansons, ça demande vraiment du talent. Oui, ça demande du talent de chanter, bravo, mais on voit que certaines chansons demandent de pousser la note, il y a un petit côté un peu opéra dedans, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Pour la petite histoire, le vrai nom de Natalie Wood, je l'ai là, c'est Natalia Nikolaevna Zakharenko. Voilà, pour la culture générale. Mais est-ce que vous saviez qu'à la base, Natalie Wood n'aurait pas dû avoir le rôle? Parce qu'à la base, il était prévu pour Audrey Hepburn. Audrey Hepburn qui n'a pas pu accepter le rôle pour la simple et bonne raison qu'elle était enceinte. De même pour le rôle de Tony, à la base, ça devait être un certain Elvis Presley, le King, ce qui aurait changé beaucoup au niveau des chansons, ce qui aurait changé pas mal de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le monsieur avait un manager qui, lui, a pas vraiment été content quand on lui a dit que ça allait être un gros film, gros tournage. Il s'est dit, moi, lui, je le mets dans des petits films, ça me rapporte plus de thunes parce qu'il est payé autant et les films sont tournés beaucoup plus rapidement. Le film aurait été différent. Je vous ai dit que les acteurs principaux étaient pas très appréciés pour deux raisons. Enfin, même plus que deux, trois en fait. La première, c'est que ils chantent pas, alors que ce sont quand même les principaux. La seconde, c'est qu'ils ne dansent pas. Alors, ils dansent dans le film un petit peu, mais il faut savoir que à la base, dans la pièce de Broadway, ils dansaient beaucoup plus. Et avec les acteurs qu'ils avaient, ils ont dû réduire leur taux de danse. Donc, forcément, c'est... voilà. Et il y a un autre souci, c'est celui de l'histoire principale du film. Là, c'est un gros handicap dans le film. Donc je vous ai dit que ce film se basait sur Roméo et Juliette, et donc sur une histoire d'amour entre ces deux-là, qui font partie de camps opposés et qui vont s'aimer. Magnifique. Le problème, c'est que c'est un peu gnangnan et pas super. Alors, d'abord un petit mot sur Roméo et Juliette. J'avais lu quelque part sur Internet, il y a un bout de temps maintenant, je ne sais plus du tout où, ni quand, ni comment, mais des gens qui disaient qu'en réalité, Roméo et Juliette, ce n'était pas la grande œuvre romantique que l'on présente, l'œuvre sur l'amour, etc., etc., mais en réalité que ce serait un peu moqueur sur la jeunesse qui se laisse aller au premier amour comme des fous, il n'y a qu'à voir la fin, « Oh, t'es mort, je me suicide, ah bah non, en fait, j'étais pas mort, oh, t'es mort, bah je me suicide quand même, vous voyez. Qu'en réalité, il y avait un côté moqueur de ces amours éperdus quand on est adolescent et tout ça. Alors, je vous laisse juger si déjà ce que je vous ai dit là est valable pour Roméo et Juliette, chacun son truc, mais pour ce film aussi, je vous laisse voir s'il vaut. Parce que dans ce film, on a ces personnages qui se voient, coup de foudre, et en fait, il faut absolument adhérer au coup de foudre. Parce que le film se passe sur une très courte durée de temps, 48 heures environ, et les personnages se voient, ils sont amoureux, ils se marient sans se marier, mais ils se marient quand même, ils couchent ensemble, jusque là vous me direz, bon, où est le problème? Bon, je précise qu'ils couchent ensemble juste après que le personnage principal ait tué le frère de la fille, quand même. L'amour plus fort que la famille, qu'est-ce que vous voulez? Il y a pas mal de trucs qui font qu'en fait, l'histoire d'amour en elle-même est pas subtile de par sa précipitation. Il manque, je trouve, des moments
où les personnages ont de réelles connexions, c'est-à-dire des trucs qui fonctionnent entre eux, des trucs où tu crois en ce couple. Ils se voient, ils s'aiment, et il faut l'accepter, et à partir de là, ce sera des discussions d'amour, de je t'aime moi aussi, etc. Et aussi des s'il te plaît Tony, va arrêter cette bagarre, va arrêter ce truc-là, et voilà, c'est pratiquement tout, et c'est dommage. Pour la petite histoire, l'acteur Richard Beymer lui-même reconnaîtra qu'il n'a pas été très bon dans le rôle. Alors, ça, il faut le prendre avec des pincettes, parce que vous savez, les acteurs qui après coup disent « oui, c'est vrai, comme vous dites que je suis pas bon, je reconnais que je suis pas bon, c'est un petit peu facile ». Il disait que c'était un cadeau empoisonné, parce que certes, tu as le premier rôle et tout, mais il y a beaucoup de phrases, justement, comme je vous disais, dans la relation amoureuse, beaucoup de phrases qui sont un peu mielleuses et qu'il faut réussir à faire passer, ce qui n'est pas facile tous les jours. Qui plus est, alors personnellement, je trouve qu'il est méga beau gosse, le salaud, et d'ailleurs, quand tu sais que c'est Elvis Presley qui devait jouer ce rôle-là, tu te dis, ah ouais, on voit un peu du Elvis Presley dans l'idée là derrière. Moi, je trouve qu'il est méga beau gosse, donc ça passe super. Mais c'est vrai que, du coup, il manque un peu d'une part sombre en lui. On dit que ça a été un ancien Jet, que c'est fondateur de Jet d'ailleurs, un bagarreur à l'époque, et qu'il l'est plus. Et à part la scène, justement, de la bagarre, où à un moment donné, il va se mettre en garde comme ça, puis il va faire, ah non, non, non. Ou alors, une période vraiment sombre, je trouve dommage qu'on ne ressente pas plus ce combat avec le côté sombre de lui, etc. Mais bon, ça c'est des avis perso, et je trouve que c'est ça le problème, c'est que le personnage, au final, il est fade, le personnage de Maria est fade, et ce sont les personnages principaux. D'ailleurs, les Oscars, comme je vous ai dit, ont récompensé les acteurs de second rôle qui, eux, ont des gueules et interprètent vraiment le truc autour du film. Et ce qui est intéressant, encore une fois, en plus des messages sociaux et tout ça, c'est que on est dans une comédie musicale, sauf qu'en fait on est dans un gros drame, voire même une tragédie, parce que dans ce film, il va y avoir des morts, et il y a presque une scène de viol, j'ai vu ça, moi j'étais comme ça un peu halluciné, je me souviens. Heureusement, elle est avortée, et d'ailleurs, l'actrice, suite à cette scène, est absolument incroyable, sans doute là où l'Oscar a été définitivement accordé. Et il y a la toute fin, donc le personnage de Tony qui meurt, mais est-ce que vous saviez qu'à la base, ils avaient pensé, alors je ne sais pas si c'est dans la pièce ou dans le film, ils avaient pensé que le personnage de Maria, avec le flingue, devait se suicider devant tout le monde. Ils se sont dit, on va peut-être pas aller jusque-là, hein, juste lui mettre le deuil, et voilà, et voilà. Donc, West Side Story, c'est un film qui est grand, indépendamment de votre avis, de mon avis, déjà. C'est un film qui est grand. C'est un film dont les musiques, vous allez les réentendre, et vous les avez déjà réentendues, parce que comme c'est américain, on va vous les passer un peu partout à gauche à droite, hein, donc ce qui fait que peu à peu, vous les avez en tête. D'ailleurs, avant de voir le film, celui-ci, voire même peut-être un remake par Spielberg, peut-être écoutez les musiques pour vous mettre déjà un petit peu dans le truc, hein. On verra ce que fera Spielberg au niveau des musiques et du reste, mais peut-être déjà faire tout ça. Donc, comme je disais, c'est déjà un grand film. Et le film a vraiment ses qualités. Mais comme je vous ai dit, il a aussi ses défauts. Après, personnellement, par exemple, moi, le type de chorégraphie, c'est pas le type de chorégraphie que je préfère. Même si j'hallucine, comme je vous ai dit, de ce mélange un peu trouble entre les moments où on arrête de chanter et puis ceux où on chante, ou parfois ça se mélange, ou parfois on n'est pas censé changer, mais on bouge d'une manière un peu particulière, ça j'adore, hein, par contre. Même si ce ne sont pas mes chorégraphies préférées, on peut pas nier qu'il y a du talent. Et la mise en scène et la lumière qui accompagne tout ça font que c'est quand même un film assez incroyable et un film qu'il faut quand même avoir vu dans sa vie au moins une fois. Voilà. Après, chacun aura son avis là-dessus. Le film est assez long, il fait 2h30. Il est, pour moi, plombé, hélas, par son histoire principale qui aurait dû être le point fort et qui, au final, est quand même un gros point faible. Mais ça, c'est un avis personnel. Comme je vous ai dit, le film est reconnu comme grand. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao tout le monde. Je vais m'abonner à la chaîne YouTube, je vais mettre un like à la vidéo et je vais arrêter de chanter. Bon, allez, ciao tout le monde.